Bien, bien, bonjour pour le dernier grand tour du programme janvier-février. Vous aurez ce week-end le programme mars-avril qui sera au moins aussi croustillant que celui de ce début d'année. Alors, la parole aujourd'hui au docteur Devier, qui est un candidat spécialiste en médecine interne à Delta pour cette année-ci. Et donc, on a intitulé la présentation Pneumonie hypoxémiante, Covid ou pas Covid, car bien évidemment, dans l'ambiance que l'on connaît maintenant depuis le début de la pandémie, la problématique Covid se pose à chaque instant et en particulier devant une problématique pulmonaire, euh, parfois, parfois à tort, et donc il y a une déviation de la pensée du diagnostic différentiel qui va peut-être trop dans cette direction-là et pas assez, peut-être pas assez une réflexion suffisamment large lorsqu'un problème se pose. Et donc, on s'est retrouvé peut-être dans le même genre de situation dans le cas qu'on va vous présenter de ce patient de 27 ans. En ce qui concerne les questions sur le chat, pour ceux qui sont à l'extérieur, bonjour. Euh, Adresser les questions à tout le monde et pas à moi, parce que donc moi, je ne regarde pas. Jean Gérin est là prêt à regarder vos questions et suggestions, mais donc il a accès à tout le monde et pas à moi-même. Simon, nous t'écoutons. Alors bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui, merci à ceux qui nous suivent en vidéoconférence. Je vais vous parler aujourd'hui du cas d'un jeune homme de 27 ans qui s'est présenté la suivante, aux urgences le 6 décembre 2021 car il a présenté depuis 3 jours de la fatigue, de la faiblesse, des céphalées, une perte d'appétit et 3 jours plus tard de la fièvre qu'il a mesurée à 39 degrés Celsius, des frissons et une toux sèche. À l'interrogatoire, il ne rapporte pas d'antécédents particuliers, hormis une hernie inguinale opérée dans l'enfance. Il confesse fumer 6 cigarettes par jour. Il ne mentionne pas d'allergie. Et il mentionne quand même avoir été vacciné contre le Covid, dont la dernière dose s'est faite le 27 juillet 2021. Il est examiné par un urgentiste qui objective une tension artérielle de 12,7, une fréquence cardiaque à 101 battements par minute. Le patient a effectivement de la fièvre, il fait 38,4 degrés Celsius. La saturation est de 95% à l'air ambiant, mais son rythme respiratoire est légèrement élevé, 22 par minute. Son auscultation cardiaque est normale. Son auscultation pulmonaire révèle la présence de crépitants en basse gauche. L'examen abdominal est normal. On réalise tout d'abord une gazométrie artérielle à l'air ambiant qui nous montre la présence d'une alcalose respiratoire avec la présence d'une hypoxémie, une PO2 à 70 mm de mercure, absence de lactate. Une biologie est réalisée. À la biologie, on peut observer donc la présence d'une grosse hyperleucocytose à prédominance neutrophile. Suivante. La suite de la biologie nous montre une hyponatrémie, 135 de sodium, une petite hypophosphorémie, mais surtout une grosse CRP, 280 mg par litre. On réalise ensuite une imagerie thoracique, un scanner thoracique low dose qui nous montre la présence d'un gros foyer du lobe inférieur gauche. Alors, en face de ce tableau clinique, on pense directement à une pneumonie. Alors, les pneumonies peuvent être classées de deux façons, soit une classification selon le lieu d'acquisition, soit une classification selon l'étiologie. La classification par lieu d'acquisition concerne les pneumonies communautaires, donc c'est-à-dire des pneumonies qui touchent des personnes hors d'une institution de soins, et des pneumonies nosocomiales, donc des pneumonies chez des patients hospitalisés. La classification selon l'étiologie va essentiellement opposer les pneumonies typiques et les pneumonies atypiques. Donc, les pneumonies à germe typiques sont par exemple le pneumocoque. Les pneumonies à germe atypiques sont des germes qui ont plusieurs définitions. Soit ce sont des germes qui offrent un tableau clinique beaucoup plus frustre, soit des germes qui, en général, sont mal identifiés par les techniques simples de microbiologie, soit des germes qui ont intrinsèquement une résistance au bêta-lactam in vitro.
On distingue également un groupe de pneumonies, les pneumonies chimiques, qui concernent les pneumonies avec aspiration de substances toxiques indépendamment d'une contamination bactérienne. Slide suivante. Suivante, oui. Oui, encore après, voilà. Dans le diagnostic différentiel des pneumonies infectieuses, on distingue de nombreux germes qu'on classe donc en germes typiques, le pneumocoque, germes atypiques, les mycoplasmes, les chlamydia, les legionella, les coxiella, et également les virus respiratoires, donc, comme le SARS-CoV, mais aussi le MERS et les influenza. Pour débrouiller un peu l'étiologie d'une infectieuse, d'une pneumonie, il est essentiel de se baser sur des facteurs anamnestiques qu'on distingue en facteurs de risque individuels comme des facteurs comportementaux, des comorbidités, mais également des facteurs environnementaux et des facteurs épidémiologiques. Slide suivante. Donc, dans le contexte de la pandémie à Covid, on lui réalise un test PCR qui se révèle être négatif. Alors, quelle est l'attitude proposée par les urgentistes ou par vous-même? Allez, Jean. Je ne change pas fort mon attitude. Je veux dire, c'est un jeune qui n'a pas de facteur de risque, d'accord. Il a une pneumonie sévère, il a une CRP élevée. Tu vas couvrir les germes qui peuvent éventuellement soit le tuer ou en tout cas donner des complications très, très sévères. Et donc, tu vas couvrir évidemment le pneumocoque, l'hémophilus et la moraxella. En numéro 1. En plus, ça, je trouve que l'imagerie est assez précise. Ça a l'air d'être vraiment une condensation et ce n'est pas une imagerie qui évoque d'ailleurs un Covid. Enfin, il y aura peut-être une surprise. Mais en tout cas, ça n'évoque pas un Covid. Et donc, amoxiclave. On pourrait mettre l'amoxicilline seule. C'est un jeune de 27 ans, il n'a pas de facteur de risque. Oui, OK, il fume 6 cigarettes par jour, mais c'est tout. Il n'a pas d'autres facteurs de risque. L'amoxicilline, haute dose. OK, tout le monde est d'accord? OK. Amoxicilline, bonne dose. Alors. Et donc, les urgentistes décident en effet de poser comme diagnostic une pneumonie hypoxémiante à Streptococcus pneumoniae chez un jeune de 27 ans sans comorbidité et lui propose donc de l'amoxicilline, 1 gramme 3 fois par jour, avec des médicaments pour les symptômes. Il est renvoyé à domicile, mais 3 jours plus tard, il revient, donc le 9 décembre, parce que ça ne va pas. Malgré les antibiotiques, la fièvre persiste, 39 degrés Celsius, apparition d'une dyspnée au moindre effort. Un urgentiste différent l'examine aux urgences et complète l'anamnèse. Pas de douleur thoracique, pas de diarrhée, pas de plainte urinaire. Et on découvre quand même qu'il a vomi 3 fois depuis hier. On le réexamine. La tension est un peu basse, 97,62 mm de mercure, fréquence cardiaque 95 battements par minute. Il n'a pas de fièvre objectivée, peut-être qu'il avait pris du Dafalgan avant de venir. On découvre quand même que la saturation est de 92% à l'air ambiant cette fois, avec un rythme respiratoire toujours légèrement supranormal, à 24 par minute. L'examen clinique, cette fois, montre que le patient transpire, il est pâle, il est polypnéique. L'auscultation cardiaque est toujours normale. Au poumon, on ausculte une hypoventilation en basse gauche. Et l'examen abdominal réalisé suite aux épisodes de vomissement est normal. On réalise une nouvelle gazométrie qui nous montre toujours l'alcalose respiratoire et la présence toujours de cette hypoxémie légèrement aggravée avec 65 mm de mercure de PO2, toujours absence de lactate. On réalise une nouvelle prise de sang qui nous montre toujours ces globules blancs élevés, 15 000, la présence toujours de neutrophiles. C'est la suivante. L'hyponatrémie, toujours présente. La présence d'une légère hypokaliémie, peut-être associée au vomissement. On voit également que les enzymes hépatiques, les GPT, GOT, sont légèrement augmentées. Et cette fois, ce qui nous marque beaucoup, c'est la CRP, 344 mg par litre, donc augmentée par rapport à il y a 3 jours. L'imagerie choisie ce jour, c'est une radio du thorax de face et de profil qui nous montre l'infiltrat du lobe inférieur gauche. Alors, cette fois, l'urgentiste décide de réaliser un examen urinaire à la recherche des antigènes Legionella et pneumocoque, qui sont tous les deux négatifs. Est-ce qu'on appelle les hémocultures au premier passage? Non, mais au deuxième passage. J'en parlerai juste après. Donc, la question portait sur les hémocultures. Donc, il n'y a pas eu d'hémoculture au départ.
je pense que ça aurait été quand même, ça aurait été justifié, effectivement. Donc, on réalise quand même une seconde PCR Covid qui est négative. C'est justifié, ça, Jean De refaire? Oui. Oui. Oui, hein. Bon, la sensibilité n'est quand même pas de 100%. Et voilà, et on reste quand même avec un diagnostic différentiel large. On est passé peut-être un peu vite sur l'antigène Legionella dans les urines. Qu'est-ce que tu en penses Mais bon, je trouve que de nouveau, les pneumonies à Legionella, c'est quand même il y a un contexte épidémiologique qui est particulier. C'est aussi souvent une présentation radiologique qui est particulière. L'hypoxémie, je crois, devrait être beaucoup plus importante que ça parce qu'il n'est pas traité, évidemment. Donc, une Legionella comme ça, au bout de 4, il était déjà symptomatique 4 jours avant. Ça veut dire qu'on est au jour 8 ou à peu près de sa pneumonie. Oui. Ici, c'est une Legionella. Il doit être beaucoup plus hypoxémique et l'imagerie doit être totalement différente. Pas un foyer lobaire. OK. Pas d'autres remarques? Le chat est calme? OK. Donc ici, l'attitude des urgentistes, ça a été donc d'hospitaliser le patient avec le remplacement donc, de l'amoxicilline par de l'augmentin intraveineux et l'oxygénothérapie avant de monter en salle. Il est revu donc le 9/12 au matin par l'équipe de pneumologie où on complète l'anamnèse. Le patient nous décrit que la toux est tantôt sèche, tantôt productive. Il ne mentionne pas avoir perdu du poids récemment, toujours absence de douleur thoracique. Il ne confesse pas avoir d'antécédents pneumologiques ni d'autres antécédents que ceux mentionnés aux urgences. Il n'a pas été dans un centre thermal récemment, mais il confie avoir été récemment en Serbie, fin novembre. Il ne se souvient plus exactement des dates, c'était pour rendre visite à sa petite amie. Cependant, aucune personne malade dans son entourage, ni sa petite amie, ni dans ses amis à Bruxelles. Une Serbite? Alors, on continue l'anamnèse. On découvre que c'est un patient d'origine portugaise qui vit en Belgique depuis plus de 2 ans. Il travaille dans une ONG. Il est sportif. Il mentionne toujours de fumer 5 à 6 cigarettes par jour. Il ne prend pas de traitement à domicile, hormis les médicaments qu'il a reçus aux urgences. Et toujours aucune notion d'allergie. L'examen clinique réalisé par les pneumologues nous montre une tension artérielle de 126 sur 67 mm de mercure, une fréquence cardiaque de 93 battements par minute. Il a de la fièvre, 38 degrés Celsius, et la saturation en oxygène sous 3 litres est de 93%. À l'examen physique, il est dyspnéique à la parole, il frissonne. L'auscultation cardiaque est toujours normale. L'auscultation pulmonaire nous montre la présence de râles crépitants en base gauche, ainsi qu'une hypoventilation des 2 bases. L'examen abdominal est sans particularité. Il n'y a pas d'œdème de membres, pas de douleur à la palpation des mollets. On palpe bien les pouls aux extrémités. Et neurologiquement, il est conscient, sans signe de latéralisation. Concertation avec les pneumologues qui proposent donc de réaliser une biologie très complète avec des sérologies, de réaliser une expectoration et de proposer une imagerie du thorax dans le suivi du patient. On arrête l'augmentin qui a été instauré aux urgences et on propose aux patients de l'Avelox à raison de 1 comprimé de 400 mg par jour. On prévient également l'équipe de kiné et on maintient l'oxygénothérapie. Cependant, le premier jour, le patient se dégrade. On est obligé de majorer l'oxygénothérapie jusqu'au ventimasque à 40%. Toujours la présence, donc à la gazométrie réalisée sous ventimasque 40%, il y a toujours cette alcalose respiratoire. L'hypoxémie est toujours insuffisante, donc 79 mm de mercure sous ventimasque 40%. Absence de lactate toujours. Alors, vu cette dégradation respiratoire aiguë, on décide de réaliser un angioscan thoracique à la recherche d'une embolie pulmonaire que l'on ne retrouve pas. Cependant, on retrouve une péjoration des images, donc avec une extension de la pneumopathie au lobe supérieur gauche et également au lobe inférieur droit. alors Jean, on garde toujours le pneumocoque? Non, pas du tout.
Non, non, bien sûr que non. Maintenant, le fait de passer à l'augmentin pendant, à mon avis, 24 heures, Oui. je trouve que vu le contexte, prendre un relais avec un antibiotique beaucoup plus large, c'est justifié. Hein, une moxifloxacine qui a l'avantage d'être actif sur les germes atypiques aussi, parce qu'en plus de ça, maintenant, on voit que ça se bilatéralise. Je suis quand même très surpris, moi, par la gazométrie, qui est effroyable. Enfin, je veux dire, ça prouve bien que le processus est en train de gagner les autres lobes et l'autre poumon. Et ça pouvait déjà être le cas au moment où on a contrôlé par la radio de thorax simple, le scanner aurait déjà sans doute montré une atteinte bilatérale. Je pense que la remarque est vraiment pertinente de se dire que s'il y a juste un foyer lobaire tout seul, normalement, l'autre poumon, il doit faire le boulot, quoi. Et donc, on doit suspecter dans ces cas-là déjà quelque chose de plus extensif qu'une simple pneumonie lobaire. OK. Alors, suite à cette découverte, on décide de consulter les soins intensifs, donc, qui reviennent réévaluer le patient en fin de soirée pour réaliser une nouvelle gazométrie, toujours sous ventimasque à 40%. Voilà, la PO2 n'a pas vraiment bougé, toujours 76 mm de mercure, absence de lactate, un patient assez peu plaintif. Et donc, les soins intensifs décident de passer au non-rebreathing mask 80% afin de corriger la saturation, de la maintenir au-dessus de 95. Le lendemain, le 10 décembre, on réévalue le patient qui a eu donc sa deuxième dose d'Avelox. Et il a toujours de la fièvre, il est toujours polypnéique, il continue de tousser, mais la saturation en oxygène a l'air de se maintenir avec le NRM à 80%. La prise de sang complète réalisée par les pneumologues nous donne ceci comme résultat. Donc, toujours cette hyperleucocytose avec une grosse prédominance neutrophile, la présence d'une hyperféritinémie, ici à 2500, cette hyponatrémie qui ne se corrige pas, la présence de D-dimères, mais bon, l'angioscan aurait exclu l'embolie pulmonaire et puis le contexte inflammatoire peut justifier l'augmentation de ces D-dimères. C'est la suivante. On remarque la présence de NT-proBNP. On consulte l'avis d'un cardiologue qui ne propose pas de réaliser une échographie cardiaque en urgence étant donné le contexte infectieux et l'absence de facteurs de risque de décompensation cardiaque. Les transaminases toujours légèrement augmentées. La CRP toujours aux alentours de 300. Et les sérologies, que vous voyez ici à droite, donc les sérologies mycoplasme et chlamydia, négatives. On a également réalisé une recherche de HIV, également négative. Alors, dans la recherche, dans ce tableau extrêmement sévère de pneumonie chez un jeune, on a quand même décidé de réaliser un bilan du système immunitaire qui montre donc des CD4 dans des valeurs normales avec des immunoglobulines également normales. Oui, donc la distribution des différents types de lymphocytes est normale. Bon, en valeur absolue, on est plutôt dans les valeurs basses, mais dans toute infection bactérienne, mais les lymphocytes ont tendance à diminuer. Donc, voilà, donc, ça ne nous apporte pas énormément de ce point de vue-là. Alors, donc ici, j'ai remis donc les graphes d'évolution des paramètres biologiques à partir de l'administration des différents antibiotiques. Donc, la flèche jaune concerne l'amoxicilline administrée aux urgences, la flèche rouge, l'augmentin au deuxième passage aux urgences, et la flèche bleue, l'Avelox, proposée donc par les pneumologues. Et on peut observer donc à partir de l'administration de l'Avelox une bonne régression des paramètres inflammatoires qui se traduisent par la clinique à partir du 14 décembre à une apyrexie ayant duré plus de 48 heures. Le statut respiratoire du patient s'améliore également, lentement, mais jusqu'à la possibilité de passer aux lunettes nasales et puis finalement, aux alentours du 15 décembre, de le sevrer complètement d'oxygène. Alors, les résultats de bactériologie finissent par apparaître. Donc, tout d'abord, l'expectoration réalisée le premier jour, qui ne met pas en évidence de germes pathogènes en particulier. Et alors, l'hémoculture qui avait été réalisée au deuxième passage des urgences, donc c'était le 9 décembre, qui sont négatives également. On décide de refaire un test urinaire à la recherche des antigènes Legionella et pneumocoque et à notre grande surprise, on découvre un antigène Legionella faiblement positif. Alors, on compare les deux tests, le 9 du 12, 16 du 12, et on se demande légio ou pas légio.
l'avis infectiologique et l'avis du microbiologiste nous confirment que le premier test, la Legionella, était en réalité un faux négatif et que le deuxième test, par sa positivation, nous permet de confirmer le diagnostic de légionellose. Un autre élément, excusez-moi, qui peut nous conforter dans cette hypothèse diagnostique, c'est la réponse clinique et biologique du patient sous Avelox, après un échec évidemment des pénicillines. On retourne donc vers le patient pour une anamnèse plus fouillée, où on confirme bien que les symptômes ont commencé le 3 décembre, ce qui nous pousse à rechercher une contamination par le Legionella dans les 10 jours précédant le début des symptômes. Il confirme également son voyage en Serbie, mi-novembre, ça a duré une semaine, il a résidé en ville dans un appartement. Il n'a pas été au spa, il n'a pas fait de camping, ni utilisé de jacuzzi. Il n'y a pas eu de cas similaires rapportés ni en Serbie quand il était en voyage, ni à Bruxelles. Et on découvre que dans les potentielles sources d'exposition à la Legionella, il utilise uniquement des douches à l'extérieur de chez lui dans le cadre de la salle de sport, qu'il utilise régulièrement. La conclusion diagnostique de cette histoire clinique est donc une pneumonie hypoxémiante à Legionella pneumophila. La définition selon l'ECDC, c'est une pneumonie qui a comme critère soit l'isolement du Legionella via la culture dans des sécrétions, soit une pneumonie associée à la positivation d'un antigène urinaire, soit une pneumonie avec une sérologie positive pour la Legionella. Donc, le coupable, ce n'était pas le Covid, c'était la Legionella. Un peu d'histoire concernant peut-être... Oui, parce que tu dis la sérologie, il y a une sérologie qui a confirmé le diagnostic. Alors, dans ce cas-ci, on n'a pas fait de sérologie. Donc, c'est soit l'isolement via culture, soit l'antigène urinaire, soit la sérologie. Je comptais en toucher un mot un peu plus tard, Ok, en ce qui concerne le choix des différents tests, bien sûr. Ok. Donc, un peu d'histoire concernant la légionellose. Donc, la légionellose, elle est imputée à une bactérie, Legionella, qui a été découverte durant l'été 1976 lors de la convention de l'American Legion qui s'est déroulée au Bellevue Stratford Hotel en Pennsylvanie, à Philadelphie. Il y a eu cet été-là une épidémie qui a concerné environ pas moins de 200 cas avec environ une trentaine de décès. Toutes ces personnes avaient contracté une mystérieuse pneumonie qui a évolué dans les cas les plus dramatiques vers un arrêt cardiaque. Peut-être pour la précision de ce super papier du New England de 76, alors la convention avait lieu là où tu nous montres la photo, oui. Mais les participants se trouvaient dans 3 hôtels différents. Ah. Et alors, c'était assez intéressant parce qu'en plus, avec le conflit maintenant, donc, comme c'était les anciens qui avaient combattu, parmi les hypothèses, c'était les Russes qui avaient trouvé l'un ou l'autre poison, parce qu'on était quand même en pleine guerre froide à ce moment-là. Et alors, l'enquête épidémiologique était vraiment intéressante parce qu'en fait, tous ceux qui étaient atteints, qui mouraient, provenaient du même hôtel. Et donc, il y avait 2 hôtels qui étaient indemnes de l'affaire. Et donc, c'est comme ça que l'enquête a progressé et a finalement abouti à l'identification du germe qui, en l'occurrence, enfin, tu vas peut-être le dire, était transmis par les bouches d'air conditionnées qui étaient infectées, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, il y a eu une enquête qui a été mise en place par le CDC et donc ils ont trouvé que le dénominateur commun de toutes ces victimes, c'était qu'ils résidaient tous donc, dans le Bellevue Stratford Hotel et donc la convention ne se passait pas dans cet hôtel. Et donc, l'équipe scientifique a découvert que la bactérie vivait en réalité dans les tours de refroidissement de cet hôtel qui est à la base en fait, du système d'air conditioner. Alors, donc, cette bactérie a été découverte et a été baptisée Legionella en hommage aux événements de l'American Legion. Est-ce que c'était une nouvelle maladie? On n'est pas certain, car on avait déjà identifié une bactérie similaire en forme de bâtonnet dans les années, je pense que c'était 1947, mais elle n'avait pas été caractérisée. Et on sait que cette bactérie était à l'époque responsable d'épidémies, de syndromes grippaux, notamment une qui s'est produite à Pontiac dans le Michigan en 1968 et qui a donné son nom à ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la fièvre de Pontiac.
Après les événements de l'American Legion, le CDC s'est penché sur d'antérieures épidémies de pneumonie et il a découvert que c'était la Legionella qui était imputée à ces épidémies. Alors maintenant, je vais un peu parler du terme légionellose. Donc, à quoi ça correspond exactement la légionellose? Donc, c'est un syndrome clinique qui est associé au légionella. Donc, soit c'est la pneumonie à légionella, qu'on appelle la maladie du légionnaire, soit c'est ce qu'on appelle la fièvre de Pontiac, donc un syndrome fébrile autolimitant, probablement une forme bénigne de la maladie, ou bien c'est le fait de retrouver de la légionella sur un autre site que les poumons. Donc, ce sera une légionellose extrapulmonaire. Mais d'où vient cette bactérie? Donc, la Legionella est une bactérie qui fait partie de la famille des Legionellacées, qui a donné le genre Legionella et qui comporte ensuite pas moins de 65 espèces avec plus de 70 sérogroupes. L'espèce la plus fréquente, c'est le Legionella pneumophila, qui représente entre 80 et 90% des cas ici en Europe et aux États-Unis. Cette espèce comporte elle-même 15 sérogroupes, dont le plus fréquent est le sérogroupe 1, qui est retrouvé dans 90% des infections à Legionella chez nous. Il existe encore ensuite environ 26 espèces pathogènes pour l'homme, dont la deuxième la plus fréquente est le Legionella longbeachii, que l'on trouve en Australie et en Nouvelle-Zélande. D'autres espèces sont plus rares, on pense au Mycadadei ou au Bosemani. Alors, c'est un organisme qui vit à l'état naturel dans l'eau et dans les sols, avec une prédilection des milieux aquatiques pour les Legionella pneumophila et des milieux telluriques pour les Legionella longbeachii. C'est une bactérie qui vit dans des eaux tempérées entre 20 et 50 degrés, ne pouvant se répliquer dans des températures inférieures ou supérieures. Elle est également sensible aux solutions chlorées et aux UV. Elle peut vivre selon deux modes de vie, soit sous forme de biofilm bactérien, soit en parasitant des amibes. Les amibes, ce sont des protozoaires unicellulaires qui ont la particularité de conférer à ces bactéries un environnement protecteur des variations de température et de pH, mais également un environnement riche en micronutriments favorable donc à leur réplication. La réplication de ces bactéries est également favorisée par la présence de dépôts métalliques et tartriques dans l'eau et surtout la présence d'eau stagnante. La suivante. Ah, je pensais que tu allais commenter l'autre partie, la dia. C'est pour après. Donc, alors, quelle est l'implication? Comment la bactérie et l'homme vont se rencontrer? Donc, l'homme a construit des systèmes aquatiques artificiels qui vont permettre, donc, comme vu sur la slide précédente, l'amplification de ces bactéries, leur réplication et ensuite leur distribution jusqu'à infecter l'homme. Ces systèmes, on pense notamment à des tours de refroidissement, comme dans les cas de l'épidémie de l'American Legion, mais aussi les douches, tout système utilisant des jets d'eau comme les fontaines ou les arrosoirs automatiques, mais également les jacuzzis et les hammams et les centres thermaux. En fait, ce qui va se passer, c'est que ces systèmes vont permettre donc, la prolifération de ces bactéries qui, ensuite, suite à des changements brutaux de variation de pression et de flux au niveau de l'eau, vont permettre l'aérosolisation de ces bactéries en perturbant leur biofilm et donc l'exposition aux humains de particules infectieuses. À noter que la présence d'amibes dans l'eau favorise également les contaminations, étant donné qu'une amibe peut contenir jusqu'à des milliers de Legionella. Quelques points épidémiologiques. Donc ici, le tableau nous montre le recensement des cas de Legionella au cours des années 2004 jusqu'aux années 2016, ce qui correspond à une incidence d'environ 1,8 à 100 000 habitants. Environ 15% de ces cas sont dus à des voyages entre les pays d'Europe ici. La Legionella a également un facteur saisonnier, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à retrouver une augmentation des cas pour Legionella pneumophila en été jusqu'au début de l'automne. C'est probablement favorisé par les activités d'extérieur, l'utilisation d'arrosoirs, mais de douches, de piscines. En ce qui concerne le longbeachii, on considère que l'incidence est plus fréquente au printemps avec l'explosion des activités de jardinage et l'utilisation de terreau et de compost. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui permettent de contracter la légionellose? Eh bien oui. On considère que c'est une maladie qui touche essentiellement les plus de 50 ans, qui est très rare en dessous de 20 ans. Être un homme favorise également la contraction de Legionella.
la présence d'une immunodépression, qu'elle soit acquise par une maladie comme les hémopathies malignes, mais aussi le sida, le diabète, la transplantation d'organes et l'immunosuppression médico-induite, la présence d'une maladie chronique, cardiaque, respiratoire ou rénale surtout, et le tabagisme. Alors, un mot sur la pathogenèse de la bactérie. Donc, comment est-ce que la bactérie s'attaque à l'homme? La bactérie a un tropisme pour les poumons et surtout pour les macrophages alvéolaires. Elle va être phagocytée par les macrophages alvéolaires qui est restée dans un phagosome, d'où elle va larguer des protéines effectrices qui vont inhiber la fusion du phagolysosome. Elle va également provoquer le recrutement de vésicules du réticulum endoplasmique qui vont conférer à la bactérie un environnement stable pour sa réplication intracellulaire. La bactérie a un cycle de vie biphasique, c'est-à-dire qu'en intracellulaire, elle va stimuler les gènes de sa réplication et en extracellulaire, elle va stimuler les gènes de sa virulence. Pour ça que je mets bien sur la photo, là, vous n'avez pas commenté le côté droit. Je trouvais que c'était pas mal, là, parce qu'on voyait l'amibe sur le côté gauche et le macrophage sur le côté droit. Et finalement, deux habitats, un extérieur et l'autre intérieur, mais avec les mêmes conditions pour la réplication, de Legionella. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, le mode de vie intracellulaire dans les protozoaires ressemble extrêmement fort au mode de vie dans nos macrophages et donc provoque l'infection. Donc, une fois que la bactérie a épuisé ses réserves, les réserves de la cellule, elle va provoquer le développement de son flagelle et la voie de l'apoptose de la cellule qui va ensuite libérer ces bactéries dans l'espace extracellulaire d'où elle pourra infecter d'autres macrophages. Alors, cliniquement, qu'est-ce que ça donne? Cliniquement, la maladie du légionnaire a une durée d'incubation de 2 à 10 jours et elle se présente sous la forme d'une pneumonie, avec de la toux, une dyspnée, parfois une douleur thoracique, mais surtout des symptômes d'infection sévères, donc fièvre, fatigue, céphalée, pouvant mener jusqu'à la confusion. La présence de signes cliniques typiques de pneumonie, des râles crépitants à l'auscultation, une polypnée et une macité à la percussion. Radiologiquement, donc, on a la présence de ces infiltrats unilobaires évoluant vers la condensation avec la présence de bronchogrammes aériques. Et est-ce qu'on a des facteurs qui permettent de distinguer une légionellose d'une autre pneumonie? Alors, il y a des facteurs cliniques et biologiques qui augmentent la suspicion de la légionellose, comme par exemple la présence de symptômes gastro-intestinaux. Dans le cas de notre patient, les nausées, les vomissements, il n'avait pas de diarrhée, mais ce n'est pas rare d'observer ces symptômes gastro-intestinaux. L'hyponatrémie, souvent associée, qui était aussi présente chez notre patient. Un syndrome inflammatoire important avec une CRP souvent supérieure à 100 mg par litre, ce qui était aussi le cas chez notre patient. Une élévation des transaminases qu'on a observé aussi chez notre patient. Et l'échec d'un premier traitement au bêta-lactam, qui avait été le premier choix des urgentistes aux urgences. On peut augmenter également la susceptibilité de l'infection à Legionella en considérant certains facteurs d'exposition, comme évidemment si on se trouve en situation d'épidémie Legionella, ou bien si on a connaissance ou une suspicion d'une source éventuellement contaminée. Alors, est-ce que la Legionella provoque des complications? Alors oui, on estime que quand on a une pneumonie à Legionella, on peut avoir jusqu'à 40% d'insuffisance respiratoire, mais également des insuffisances rénales pouvant évoluer jusqu'à la défaillance multisystémique et au décès dans 10% des cas. À long terme, les lésions peuvent également entraîner un syndrome pulmonaire restrictif. Alors, après toutes ces informations, quelle est la stratégie diagnostique pour la légionellose? Donc, on a les recommandations de la British Thoracic Society, de l'American Thoracic Society, qui considèrent qu'une approche intégrée est recommandée pour obtenir un diagnostic précoce et un meilleur tailoring en type de thérapie. Donc, en gros, ça signifie qu'on va vouloir tester tout patient avec pneumonie communautaire modérée ou sévère nécessitant une hospitalisation, toute pneumonie communautaire ou nosocomiale avec une source suspecte ou prouvée d'exposition à la Legionella, ou bien toute pneumonie communautaire de quelconque gravité chez un patient avec une immunodépression. Quels sont les différents tests dont on a à disposition? Le premier, c'est la culture. La culture, c'est la méthode de référence. Elle peut se faire sur tout type de prélèvement. Elle prend environ 2 à 14 jours et se fait sur une gélose particulière qui contient des micronutriments adaptés au développement des Legionella. La sensibilité est de 10 à 80% pour une spécificité de 100%. L'avantage, c'est qu'elle permet un génotypage et un sérotypage bien précis et donc l'identification de l'espèce de la Legionella.
L'inconvénient, c'est que c'est très difficile d'obtenir un prélèvement par expectoration, étant donné que les patients ne produisent pas vraiment d'expectoration. Le patient avait une toux qui était tantôt sèche, tantôt productive, et donc il est souvent nécessaire d'aller récolter au niveau des voies respiratoires inférieures. La plupart des expectos qu'on peut obtenir sont également trop pauvres en neutrophiles et donc souvent refusés par les laboratoires. Le deuxième test dont on a à disposition, c'est l'antigène urinaire, qui est une méthode rapide qui détecte le lipopolysaccharide bactérien au niveau des urines. Il apparaît dès le premier jour des symptômes et peut persister jusqu'à des mois après sa résolution. Il se fait sur une urine concentrée, la sensibilité est de 70 à 80% pour une spécificité de 99 à 100%, et c'est un formidable outil de screening, mais qui comporte comme inconvénient de ne détecter que le Legionella pneumophila de sérogroupe 1, et donc il a tendance à sous-diagnostiquer les pneumonies à Legionella. Le troisième test qu'on peut utiliser, c'est la PCR. La PCR se réalise à l'instar de la culture sur tout type de prélèvement, à une sensibilité de 20 à 75% pour une spécificité de 95%. Et depuis l'apparition des PCR multiplex, on a une identification de toutes les espèces et de tous les sérotypes de Legionella. L'inconvénient, c'est qu'elle est très peu disponible. Il n'y a que 2 hôpitaux qui réalisent les PCR, c'est-à-dire l'UZ et l'hôpital Erasme, dans le cadre de leurs activités de centres nationaux de référence pour le diagnostic et traitement des légionelloses. Alors, un petit mot donc sur la sérologie. La sérologie était une ancienne méthode de référence avant l'avènement de l'antigène urinaire. On peut la réaliser de la première semaine à 3 mois et donc ne permet pas vraiment le diagnostic aigu. Il est nécessaire de réaliser 2 sérologies car l'interprétation, une sérologie significative se fait lorsqu'on a un quadruplement du taux d'anticorps entre la sérologie réalisée à la semaine 1 et la sérologie réalisée à la semaine 3. La sensibilité est de 80% pour une spécificité de 95 à 99%. On l'utilise surtout dans les enquêtes épidémiologiques afin de déterminer si des personnes ayant été exposées à la Legionella ont effectivement contracté la légionellose. Il faut mentionner aussi des réactions croisées avec les autres germes atypiques qui donc peuvent fausser évidemment le diagnostic. Ouais, enfin, ceci dit, quand je vois spécificité 95 à 99%, bon, les réactions croisées doivent quand même être relativement mineures, sinon on n'atteindrait pas. Ou alors il faut voir comment on a déterminé ces spécificités-là. Idéalement, on devra avoir des groupes avec du mycoplasme, du chlamydia en quantité suffisante avant de dire que c'est spécifique à 99%. Donc, il faut voir comment ça a été déterminé, quoi. Et donc, on reste quand même, avec tous les tests que nous a montrés, avec une sensibilité, c'est plus spécifique que sensible. Et donc, en particulier, l'antigène urinaire, mais voilà, on était dans les sensibilités qui permettent de comprendre que ça n'a pas été positif du premier coup. Et donc, ça ne permet pas d'écarter le diagnostic, mais ça justifie, comme on a fait ici, de refaire l'examen. Et alors, tu précisais que cette sensibilité-là, elle est obtenue sur des urines concentrées, donc il faut voir aussi dans quelles conditions l'urine a été prélevée. Alors, après tous ces tests, on va parler un peu du traitement. Donc, quelle est la stratégie de traitement des légionelloses? Donc, ici, donc, de nouveau, l'American Thoracic Society et la BTS ont émis des recommandations qui sont légèrement différentes. Donc, l'American Thoracic Society aime couvrir la plupart des pneumonies communautaires avec des antibiotiques qui couvrent les germes atypiques, tandis que la BTS préfère réserver la couverture aux atypiques chez les patients avec pneumonie modérée à sévère ou bien en cas d'exposition suspecte ou prouvée. Les méta-analyses, effectivement, n'ont pas montré de bénéfice à systématiquement couvrir toute pneumonie avec avec des antibiotiques qui couvrent les germes atypiques. Mais on a quand même observé que dans les sous-groupes de patients avec une légionellose, on avait une diminution du risque de dégradation clinique lorsqu'on leur administrait un antibiotique couvrant les germes atypiques. Par ailleurs, chez les patients ayant une pneumonie à Legionella, un retard d'administration d'une antibiothérapie adaptée est associé avec une augmentation du risque de mortalité. Oui, Jean. Donc, ce sont évidemment les recommandations comme on les trouve et qu'elles sont mises à jour. Juste un petit commentaire, les Américains aiment bien
des macrolides ou ce genre d'antibiotiques-là, il faut quand même mettre ça en relation aussi avec le profil de sensibilité qu'eux ont. Et entre autres, la sensibilité des pneumocoques et des hémophilus aux Tout à États-Unis fait. versus chez nous. Ici, en Belgique, malheureusement, on est à peu près à 30-35% de pneumocoques qui sont résistants aux macrolides. Raison pour laquelle on ne conseille jamais de commencer le traitement d'une pneumonie sans connaître le germe avec un macrolide, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui explique aussi les différences dans les comportements Tout à fait. thérapeutiques. Un autre point tout de même, c'est qu'effectivement, tu vas peut-être en parler maintenant en allant dans le traitement numéro 1. Peut-être on en parlera après. Alors, donc, quel choix d'antibiotiques pour les légionnelles? Donc, le gold standard, en tout cas chez nous, ce sont les fluoroquinolones et les macrolides à utiliser en monothérapie. Ce sont des antibiotiques qui ont une très bonne pénétrance intracellulaire et aussi une très bonne pénétrance au niveau du tissu pulmonaire. Et surtout, ils sont efficaces sur l'ensemble des espèces de Legionella. Alors, on peut utiliser comme alternative la clarithromycine ou bien la doxycycline. Cependant, en cas de Legionella longiviae, il semble qu'il y ait des résistances au tétracycline. La durée d'antibiothérapie est de minimum 5 jours à réévaluer en fonction de l'état clinique du patient, de la présence de fièvre et de la sévérité de la pneumonie. Une pneumonie sévère pourra justifier une antibiothérapie de 7 à 10 jours, voire même 14 jours en cas de présence d'abcès ou d'immunodépression chez le patient. Chez nous, la légionnelle a très peu d'antibiorésistance et en général, quand on n'a pas une réponse rapide, donc une défervescence en 2 à 5 jours, on cherchera directement une complication. Alors, est-ce qu'il faut prendre des précautions par rapport aux patients hospitalisés avec une légionellose? Alors, le patient n'est pas contagieux, donc il n'est pas nécessaire d'avoir des précautions de contact, comme à l'instar des pneumonies à Covid. Un cas de pneumonie nosocomiale à Legionella doit plutôt faire suspecter la contamination des systèmes d'approvisionnement en eau plutôt qu'une transmission interhumaine ou manuportée. Alors, comment on prévient les cas de légionellose? En Belgique, on a 2 réseaux de surveillance, un réseau de laboratoire Vigie qui déclare les cas positifs et les centres nationaux de référence, donc l'UZ et l'hôpital Erasme. C'est une maladie à déclaration obligatoire qui doit se faire dans les 24 heures à la cellule de surveillance des maladies infectieuses, et cela a pour but la mise en place rapide d'une enquête épidémiologique afin d'identifier la source de contamination, d'éventuels cas liés à cette source, mais également de coordonner des mesures de contrôle d'éradication des légionnelles en fermant les lieux contaminés, en désinfectant de manière extensive les infrastructures et en établissant des plans de gestion à long terme pour éviter les récidives. Il faut également informer les personnes concernées, donc par exemple l'hygiène hospitalière, la médecine du travail ou bien le propriétaire simplement d'un établissement. De manière générale, il faut veiller à l'entretien des infrastructures aquatiques avec des mesures physico-chimiques pour le nettoyage et la désinfection de ces installations, comme par exemple la présence de chlore dans l'eau des piscines, mais également le maintien d'une eau chaude, de température d'eau chaude supérieure à 60, une température d'eau froide inférieure à 20 pour limiter la prolifération des légionnelles, veiller à la vidange régulière des jacuzzis dans les spas, mais également veiller à la propreté des réseaux de transport d'eau chaude et d'eau froide. Alors, qu'est-il advenu de notre patient? Il est revu à la consultation de pneumologie le 10 janvier, où le scanner montre une résolution des lésions pulmonaires ad integratum, et les tests fonctionnels respiratoires ont montré donc l'absence de syndrome restrictif. Et donc, le pneumologue qui a vu le patient a décidé de ne pas faire de suivi supplémentaire. Le cas a bien sûr été déclaré comme je viens de vous l'expliquer. Alors, quelques messages clés avant de terminer. Donc, la Legionella, c'est une bactérie environnementale qui contamine l'homme par aérosolisation de gouttelettes. La maladie du légionnaire correspond à une pneumonie qui peut être associée à un taux de mortalité de 10%. On a des signes clinico-biologiques qui peuvent évoquer la légionellose et donc aider le clinicien à proposer un test adéquat. Différentes méthodes de testing sont disponibles avec chacune des avantages, des inconvénients, des variations de sensibilité, de spécificité. L'antigène urinaire est un bon outil de screening, mais il ne détecte que le sérogroupe de Pneumophila numéro 1. Ici, je vous ai remis un tableau qui reprend les différentes sensibilités et spécificités des tests. Et donc, on voit bien que la sensibilité est suboptimale, d'où l'intérêt de temps en temps de répéter un test ou bien de l'associer à un autre. Suivante.
Donc, le traitement repose sur les quinolones et les macrolides et est associé à moins d'échecs cliniques. C'est une maladie à déclaration obligatoire dont la surveillance se fait jusqu'à un niveau européen et des mesures préventives sont essentielles, surtout en cas de présence de systèmes aquatiques dans des collectivités. Je pense notamment aux maisons de repos et aux hôpitaux qui contiennent des personnes fragiles. C'est la suivante. Oui. Alors, un petit mot pour la fin. Donc, le cas a bien sûr été déclaré. On n'a pas encore eu de nouvelles, ni les pneumologues, ni l'hygiène hospitalière, au sujet d'une probable source de contamination. Le patient ne semblait pas fréquenter beaucoup de lieux propices à la contamination, hormis les douches de sa salle de sport. Alors, est-ce que c'était ça l'origine? Est-ce que la source se retrouvait en Serbie? On n'a pas d'informations à ce jour. On n'a pas d'informations sur d'éventuels d'autres cas liés à une légionellose ici ou en Serbie. Donc, ce sont encore des questions qui restent en suspens et j'espère que ça ne nous empêchera pas de faire du sport quand même. Voilà. Merci Simon, très bel exposé, super. Donc par rapport, donc tu notais que la déclaration doit être au niveau européen. On a déclaré également à la Serbie qu'il y avait un cas éventuellement importé. Oui, donc en fait, lorsqu'il y a un cas de légionellose donc, qui peut être relatif à un voyage, donc il y a des critères, hein, il faut que les symptômes apparaissent dans les 2 à 10 jours suivant un voyage. Le pays du patient en question reçoit une notification. Il y a en fait un réseau qui est coordonné par le CDC, dont la plupart des pays d'Europe sont membres et qui surveille la légionellose liée au voyage. Donc, le pays a normalement été notifié et s'il y a plus de 2 cas signalés, ils sont obligés de mettre en place une enquête en renvoyant des résultats à l'ECDC. Voilà. OK. Jean. J'ai encore un petit commentaire à faire. Je ne suis évidemment pas hygiéniste, mais pour insister sur l'importance du dépistage. Ici, à l'hôpital, il y a de la légionelle. Hein, il faut savoir ça. Il y a de la légionelle, comme dans tous les hôpitaux, mais en quantité tellement faible et contrôlée que l'on vérifie. C'est aussi la raison pour laquelle, souvent, tu as parlé du fait que la bactérie ne survit pas à une température supérieure à 50 degrés. C'est pour ça que parfois, puisqu'on la retrouve dans les conduites d'eau, évidemment. Parfois, on fait des chocs thermiques et donc, c'est toute une ingénierie pour tuer les légionelles qui sont en train de proliférer au sein de ces tuyaux, avec d'ailleurs, et c'est très intéressant, toute la problématique des tuyaux borgnes, en fait. Parce que le problème, c'est ça. Si tu fais circuler de l'eau à 60 degrés, mais si l'eau ne va pas dans les anses borgnes, enfin dans les bras borgnes, la légionelle va rester là-dedans, évidemment, et quand tu remettras à une température normale, ces légionelles sont redéversées. Et on a eu, comme dans tous les hôpitaux, on a, heureusement de manière très très rare, parfois des transmissions nosocomiales, effectivement, qui posent vraiment un véritable casse-tête pour l'hygiène hospitalière. Oui. Moi, j'ai une anecdote, mais c'est bien. Enfin, j'allais te challenger sur cette remarque. Merci de l'avoir anticipé. Mais donc, j'ai une anecdote qui remonte à un ancien hôpital, avant Erasme même. Donc, voilà. Et donc, l'histoire est la suivante. Un patient qui va vers une chirurgie cardiaque. Et puis après sa chirurgie cardiaque, il développe une pneumonie extrêmement grave. Il s'avère que c'est un légionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le préparer à sa chirurgie cardiaque, il a eu la visite du kiné pendant 2-3 jours et pour lui faire des exercices respiratoires, des aérosols. Et au lieu de prendre des petites flapules de sérum phi, il allait à l'eau du robinet. Et en fait, c'était une culture pure de légionnaire au niveau du robinet, de l'eau stagnante à ce niveau-là. Et donc, on lui a fait un bon modèle expérimental. Hein. Donc, on lui a mis mais régulièrement des quantités de légionnaires dans ses voies respiratoires. Quoi. Donc, cette remarque est intéressante. Mais donc, ça veut dire qu'on tolère un petit peu de légionnaires quand même. Ouais. OK. Bon. Bien. Autre question? Remarque? Oui. Bonjour. Moi, j'ai une patiente qui a fait la légionellose pulmonaire et elle a eu aussi une forme cérébrale. Et elle a fait un AVC. Donc, en fait, le premier symptôme, c'était la température et elle a fait un AVC côté gauche.
Il a été hospitalisé à Erasme et il s'est avéré que c'était au shopping du Basilix. Le système de ventilation n'avait pas été... Oui, plus des facteurs individuels qu'on ne connaît pas. Hein. Enfin, ça, c'est valable pour tous les germes, évidemment. Il avait fait le voyage en avion ou en voiture? Il avait fait le voyage en avion. OK. Bon. Il peut se passer plein de choses dans les avions aussi. Hein. Point de vue transmission de germes, celui-là ou d'autres. Comme ça, dans un cas dans le New England, où il y avait un tuberculeux, et puis ils avaient pu refaire, en fonction de la place occupée par le patient primaire, de tous ceux qui étaient à proximité, où il y avait une contamination d'autant plus importante qu'on était proche. Maintenant, ceci dit, pour des germes comme celui-ci, c'est la même chose pour le COVID qui se transporte par micro-gouttes. L'espace et la proximité, d'ailleurs, tu l'as dit, ce n'est pas transmissible d'homme à homme, mais c'est largement diffusé. Et donc, dans des situations où, notamment, il y a de l'air conditionné, mais ça passe dans toute la pièce. OK. Bon. Oui. Est-ce que ces personnes gardent une fragilité respiratoire au niveau comme le Covid, les gens qui ont le Covid, ils ont quand même du mal à ceci, non? Oui, non. Ici, on n'a pas l'impression, hein, d'autant plus qu'on a un contrôle de scanner. Bon, les patients Covid qui gardent une fragilité, quand on contrôle leur scanner après, ce n'est pas des scanners qui sont comme du neuf. Hein, donc, ils peuvent garder des séquelles comme dans d'autres infections où il y a des séquelles possibles. Enfin, comme tu l'as dit, dans certains cas, ça peut être le cas. On hein. peut avoir des syndromes pulmonaires restrictifs, mais donc d'où ça a justifié le fait de faire des EFR à distance de l'infection et qui n'ont pas montré d'éventuels déficits au niveau de la diffusion. Maintenant, pour revenir sur ce cas-ci, comme tu disais, à quel moment il faut enclencher quelque chose de plus que l'ampi ou l'augmentin, et donc de mettre soit une quinolone, soit un macrolide. Mais ici, il était quand même un petit peu hyponatrémique, un petit peu de transaminase et un petit peu de trucs qui ne marchent pas au bout de 48 heures d'antibiotiques. Et donc, on aurait pu enclencher... on l'a fait pendant tout un temps, et d'ailleurs, on continue à le faire. Hein. On peut mettre amoxicillin dans des situations qui sont des situations un peu de doute étiologique par rapport aux germes en cause. Mais comme l'a dit Jean Gérin, ne pas se contenter du macrolide pour des raisons de résistance à ce qui est quand même au départ la probabilité a priori la plus forte, à savoir un pneumocoque qui, le cas échéant, pourrait être résistant à un macrolide. OK, bon, très bien. Merci Simon, merci les intervenants et à la semaine prochaine.